Très bien, Alexander, faisons une mise à jour sur ce qui se passe en Ukraine. Commençons par la saga des F-16. Nous avons une mise à jour sur le plan des F-16. Est-ce un plan, un stratagème ou une ruse? Parce que c'est comme ça que je le vois. Cela semble être une très mauvaise idée, et cela implique la Roumanie et la Pologne. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il avec les F-16? Eh bien, c'est un plan incroyablement mauvais, et c'est une tentative de tromperie. L'idée est que vous ne basez pas réellement la plupart des F-16 en Ukraine même. Les pistes là-bas n'ont pas été mises au niveau où elles peuvent faire fonctionner des F-16. L'infrastructure n'est apparemment pas du tout prête. Les Russes sont capables d'attaquer ces pistes à volonté, et ils y ont causé des destructions massives. Donc l'idée est de garder les F-16 en Pologne et en Roumanie. La façon dont cela a été présenté est qu'ils seront stockés là-bas, quoi que cela signifie, afin qu'ils soient hors de portée des Russes. En pratique, je pense que c'est un autre plan pour essayer de baser les F-16 polonais dans les bases aériennes polonaises et roumaines, tout en prétendant que ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Et les Russes ont déjà dit que si les F-16 décollent de ces bases aériennes polonaises et roumaines et engagent les Russes, alors les Russes contre-attaqueront les F-16 dans ces bases. Je n'ai aucune raison de douter que c'est ce que les Russes feront, effectivement. Je soupçonne que c'était le plan depuis le début, parce que, réalistiquement, il n'y avait jamais de moyen pour que les F-16 puissent opérer à partir de bases aériennes en Ukraine. Cela n'avait de sens que s'ils allaient être opérés à partir de bases en Roumanie et en Pologne. Donc, vous dites aux gens, ne vous inquiétez pas, nous ne faisons que les stocker là-bas, ils vont pas vraiment y être basés. Mais si vous décortiquez l'histoire, être basé en Pologne et en Roumanie est absolument ce dont il s'agit. J'ai du mal à comprendre cette histoire, pour être tout à fait honnête. D'après ce que je comprends, ils vont être basés en Roumanie. La plupart des activités vont se dérouler depuis la Roumanie. Oui. C'est là que se trouve l'aérodrome. Vont-ils décoller de Roumanie? J'ai lu certains rapports disant qu'ils vont décoller de Roumanie, être armés en Ukraine, mener leur mission depuis l'Ukraine, puis retourner en Roumanie. Je ne comprends pas. Partent-ils de Roumanie? Vont-ils atterrir en Ukraine? Redécoller d'Ukraine? Ou quoi? C'est le conte de fées qu'on nous a raconté. Ils vont décoller de Roumanie, voler en Ukraine, probablement vers la grande base aérienne de Starokonstantinov. Ils seront armés de toutes leurs armes là-bas. Ensuite, ils décolleront de la base aérienne de Starokonstantinov et d'autres bases en Ukraine pour engager les Russes. Cela n'a absolument aucun sens militaire. Même moi, qui ne suis pas une personne militaire, je peux voir que c'est un non-sens absolu. Il y a tellement de possibilités pour que les choses tournent mal qu'on ne peut même pas commencer à les compter. Donc clairement, l'objectif réel est de faire fonctionner les F-16 depuis les bases en Roumanie. C'est ce qu'ils ont planifié depuis le début. Je pense qu'ils ont raconté cette histoire parce que les Russes ont dit qu'ils frapperaient les bases en Roumanie. Ils ne veulent pas que les gens en Roumanie deviennent trop nerveux et inquiets à ce sujet. Alors ils nous vendent cette histoire, selon laquelle ils décolleront des bases en Roumanie, atterriront en Ukraine, seront armés en Ukraine, puis combattront les Russes. Que se passe-t-il lorsque les Russes frappent la base où ils atterrissent en Ukraine? Que se passe-t-il lorsqu'ils la détruisent le premier jour? Le premier jour, cette base est détruite. Quelle est l'histoire alors?
Eh bien, quelle est donc l'histoire et que fait l'Occident? Je veux dire, je ne comprends pas. J'essaye de comprendre cela. Exactement. Je veux dire, que se passe-t-il lorsque les Russes frappent la base en Roumanie? L'article 5 commence-t-il alors? Non, non, la base en Ukraine. Oh, quand la base est en Ukraine, quand ils détruisent la base en Ukraine. Ils atterrissent en Ukraine, s'arment, puis lancent leur mission de combat. D'accord. Donc le premier jour, la Russie détruit cette base en Ukraine. Oui, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Eh bien alors, comme je l'ai dit, si le projet est tel qu'ils le prétendent, alors les F-16 ne peuvent pas opérer. Ils sont bloqués en Roumanie. Ils ne peuvent pas voler parce qu'ils doivent être armés en Ukraine. Nous ne pouvons pas avoir des F-16 volant dans l'espace aérien ukrainien sans armes, parce que cela n'aurait aucun sens. Mais bien sûr, ce n'est pas le plan. Le plan est de faire fonctionner les F-16 depuis les bases en Roumanie. C'est la seule chose qui a un sens ici. Et c'est clairement le plan. C'est une autre escalade massive. Ils mentent. Quelle surprise. Mais je veux dire, ils mentent. C'est une autre escalade massive. Ils font quelque chose d'incroyablement dangereux. Ils essayent de dire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, les Russes n'attaqueront pas les bases en Roumanie parce que les F-16 ne seront pas armés là-bas. Ils seront armés en Ukraine lorsqu'ils voleront en Ukraine et atterriront sur les bases aériennes en Ukraine. Ils sont simplement stockés en Roumanie. Ils sont simplement stockés là-bas. Ils sont juste stockés là. D'accord. D'accord. Oui. Nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre. Oui. Alors parlons un peu de Zelensky. Il est en Allemagne. On pourrait penser qu'après les élections de l'UEMP, l'Allemagne annulerait cet événement de récupération qu'ils organisent. Peut-être qu'ils diraient à Zelensky de rester à l'écart. Ce n'est pas le bon moment. Reportons cet événement et votre voyage. Mais non, ils disent, venez en Allemagne, Zelensky. Organisons un grand événement. Ursula est là. Scholz est là. Ils applaudissent Zelensky. Ils parlent de l'Ukraine et de l'Union européenne. Pendant ce temps, Zelensky fait face à beaucoup de problèmes chez lui. Il ne veut évidemment pas retourner à Kiev. Le Financial Times laisse entendre que Zelensky pourrait bien être sur le départ. Que se passe-t-il ici? Eh bien, parlons de sa visite en Allemagne, qui concerne bien sûr en partie la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'UEMI. Cela vient directement après les élections au Parlement européen, où des partis anti-Ukraine de l'UE-Member, comme l'AfD et le parti de Sarah Wagenknecht, ont fait une percée. Mais bien sûr, nous n'y prêtons aucune attention. Nous ne nous soucions pas de ce que le peuple allemand essaye de nous communiquer. Nous ignorons complètement les paroles du chef de la bourse allemande, la Deutsche Börse, qui a déclaré que la politique économique du gouvernement Scholz a été catastrophique. Nous ne prêtons aucune attention à tout cela. Notre priorité reste le projet Ukraine. De toute évidence, en Allemagne, nous sommes bien plus à l'aise de traiter avec lui qu'avec notre propre peuple et de répondre à leurs préoccupations. L'entêtement des dirigeants européens dans cette affaire est absolument stupéfiant et leur arrogance est incroyable. Ils se dirigent maintenant vers leur conférence à Lucerne, où seuls eux seront présents, même les Américains. Les Américains envoient Kamala Harris, ce qui vous montre ce que les Américains pensent réellement de cette conférence. Which tells you what the Americans actually think of this conference. So, I mean, it's going to be the European. Donc, je veux dire, ce sera la classe politique européenne qui se parlera à elle-même, applaudissant Zelensky, même s'il devient de plus en plus clair que le public européen se refroidit et se retourne contre lui. Et pas seulement le public européen. Car il est maintenant de plus en plus évident pour moi qu'en Ukraine, des personnes au sein de l'élite se retournent maintenant contre lui.
Elles sont encouragées à le faire par des personnes puissantes aux États-Unis. Et c'est là que nous revenons à l'article du Financial Times, car nous savons que c'est le deuxième article que le Financial Times a publié en, je pense, un peu plus de 2 semaines, qui est profondément critique envers Zelensky. And which is deeply critical of him. If you remember, there was an article about Si vous vous souvenez, il y a environ 2 semaines, un article disait que Zelensky devenait paranoïaque, de plus en plus déconnecté, et que ses relations avec Biden et l'administration américaine étaient devenues exécrables. Il mentionnait qu'il exigeait constamment l'impossible des Américains et que des responsables au sein de son propre gouvernement devenaient de plus en plus exaspérés par lui. Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'il y a eu la démission du ministre des Infrastructures du gouvernement ukrainien. Ce n'est pas inhabituel. Cela arrive souvent en Ukraine. D'ailleurs, pour mémoire, le système d'infrastructure en Ukraine a été en proie à des problèmes de corruption. Le ministère des Infrastructures était chargé de créer toutes les grandes lignes fortifiées à Kharkov et ailleurs, qui n'ont jamais existé. Je veux dire, il pourrait y avoir de bonnes raisons pour lesquelles ce ministre en particulier a été invité à démissionner ou à démissionner, qui n'ont aucun lien avec ce que nous dit le Financial Times. Le Financial Times présente cette histoire comme un autre exemple du chaos et de la dysfonction au sein du gouvernement ukrainien. On nous dit que Zelensky et ses responsables ont mis à l'écart ce fonctionnaire depuis un certain temps. Il n'a pas été invité à assister à des réunions clés, y compris celles avec des responsables occidentaux. Les responsables occidentaux l'appréciaient apparemment et travaillaient bien avec lui, et ils sont en colère à propos de son licenciement. Un responsable ukrainien, qui a choisi de rester anonyme, a commenté que c'est une autre de ces décisions de personnel soi-disant inexplicables que Zelensky prend, suscitant l'inquiétude et l'alarme parmi les partisans de l'Ukraine en Occident. Donc, c'est un autre article apparaissant dans le Financial Times, nous disant que le gouvernement de Zelensky s'effondre, devient dysfonctionnel, et que Zelensky prend des décisions inexplicables et bizarres. Il indique également qu'il antagonise les puissances occidentales et qu'il semble de plus en plus qu'il n'est pas la bonne personne pour continuer à diriger l'Ukraine. Je ne peux m'empêcher de penser que des articles comme celui-ci, plantés dans le Financial Times, un journal fortement néolibéral et néoconservateur, sont fervemment favorables au projet ukrainien et très proches de l'administration Biden. Le fait que ces articles apparaissent les uns après les autres est un signe clair que les Américains perdent confiance en Zelensky, et exactement comme l'a dit Poutine, ils se préparent à le déplacer. Oui, mais les Européens, l'UME, ou du moins une partie de la faction de l'UPM, Ursula, Scholz, Annalena, ces gens veulent maintenir Zelensky en place. Donc je pense que la seule chose qui maintient Zelensky au pouvoir en ce moment est ce groupe de personnes de l'UPM. Pour une raison quelconque, peut-être qu'ils sont complètement investis dans Zelensky. Quoi qu'il en soit, ils ne veulent pas voir Zelensky partir, et ils lui montrent autant de soutien qu'ils le peuvent. Absolument. C'est tout à fait correct. Bien sûr, ils font cela. Ils vont tous se rendre à sa conférence à Lucerne. Il est maintenant absolument clair d'ailleurs que Zelensky était le principal organisateur de la conférence à Lucerne. Apparemment, c'est lui, et non les Suisses, qui a envoyé toutes les invitations et fait tout cela, ce qui confirme votre analyse, selon laquelle il s'agissait de faire en sorte que la communauté mondiale le légitime en tant que président. Mais la plupart des pays vont soit envoyer des délégations de très bas rang, soit boycotter complètement cet événement.
Seuls les Européens sont là. Mais remarquez encore que les Américains n'envoient que Kamala Harris. Biden lui-même n'y va pas, ce qui est à mon avis un vote de défiance significatif envers Zelensky. Les Européens soutiennent Zelensky, mais la réalité est, comme tout le monde le sait, que ce sont les États-Unis qui dirigent le spectacle à Kiev. Donc si les Américains décident que Zelensky doit partir, il partira. Et tous ces gens, Annalena, Ursula, Olaf et les autres se pressent autour de Zelensky, lui disant « Vous savez, vous êtes un grand homme. Vous êtes le héros du moment. Vous êtes la personne que nous soutenons complètement et entièrement. » Encore une fois, ils sont très susceptibles. S'ils ne font pas attention, eh bien sûr, ils ne font jamais attention. Mais ils sont très susceptibles de découvrir que le tapis leur a été retiré de dessous les pieds, à nouveau par les Américains lorsque les Américains décideront que Zelensky doit partir, ce qui, je pense, commence à se produire. D'ailleurs, j'ai aussi l'impression que les Britanniques, qui sont évidemment liés aux Américains comme les deux doigts de la main, se refroidissent également sur Zelensky. Donc, je dis juste, les Anglo-Américains sont ceux qui prennent les décisions à Kiev, pas les Allemands, pas les Français, pas les Italiens, pas les Néerlandais ou les Belges, et certainement pas Ursula. Comme je l'ai dit, ils embrassent Zelensky, mais s'il est dehors, il est dehors. Et ils auront l'air incroyablement stupides quand cela arrivera. Et est-ce que les Américains s'en soucieront? Bien sûr que non. La participation de Sunak à la conférence de paix signifie-t-elle que le Royaume-Uni soutient Zelensky, ou est-ce sans importance? C'est insensé. C'est complètement insensé parce qu'il va partir de toute façon dans quelques semaines. Personne ne prend Sunak au sérieux désormais. Les rumeurs en Grande-Bretagne disent que lorsque les élections seront terminées et que les conservateurs s'effondreront, Sunak quittera complètement la politique britannique et la Grande-Bretagne. Lui et sa femme iront aux États-Unis pour travailler pour Obama. C'est ma prédiction. Travailler pour Obama. Oui, absolument. C'est ma prédiction. C'est pourquoi Obama était un plaisir à $10. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition. Parlons d'un autre front qui pourrait s'ouvrir. C'est Sumi, un 5e front. Qu'entendez-vous? Que lisez-vous sur la possibilité de Sumi? C'est une affaire très très étrange. Il y a donc un village dans la région de Sumi. La région de Sumi est une grande zone située à l'ouest de la région de Kharkiv. Il y a eu beaucoup de spéculations au cours des dernières semaines, selon lesquelles les Russes s'apprêtent à avancer en force dans la région de Sumi. L'élément clé à comprendre est que la région de Sumi se trouve assez près de Kiev elle-même. Si les Russes déployaient des centaines de milliers de soldats dans la région de Sumi, comme certaines personnes à Kiev l'ont dit, cela rapprocherait ces troupes très près de Kiev. En fait, nous pourrions commencer à voir le siège de Kiev à nouveau, mais avec une armée beaucoup plus puissante que celle que nous avons vue en 2022. Ce serait une véritable crise pour l'Ukraine. Les Ukrainiens sont très nerveux, inquiets et effrayés par cela. Zelensky en particulier semble être dans un état de panique à l'idée que cela puisse se produire. Hier, nous avons reçu des rapports indiquant qu'un village de la région de Sumi avait été occupé par les Russes. En effet, les Russes sont là. Quand je dis les Russes, il s'avère qu'il s'agit de troupes irrégulières de l'armée russe. Elles font partie du système militaire russe, mais semblent être composées de forces tchétchènes et d'anciens membres de l'organisation Wagner. Ils ont franchi la frontière et occupé ce village. Il y a beaucoup de bombardements et de tirs d'artillerie par l'armée russe dans la région. There's an awful lot of shelling and bombing by the Russian military going on in the area, but it's not clear for the moment
Mais il n'est pas clair pour le moment qu'il y ait un véritable plan des Russes pour avancer au-delà de ce village. Alors que se passe-t-il exactement? Peut-être que les Russes testent les défenses ukrainiennes. Peut-être que ce n'est qu'une reconnaissance en force. Peut-être que c'est la première étape d'une offensive. Ou peut-être qu'ils veulent effrayer encore plus Zelensky. Ils savent à quel point Zelensky est effrayé, alors ils occupent un village dans la région de Sumy. Cela va pousser Zelensky à devenir hystérique avec ses généraux, ce qu'il est apparemment la plupart du temps maintenant. Il pourrait les appeler et dire « Nous avons une crise dans la région de Sumy. Nous devons détourner encore plus de troupes vers la région de Sumy maintenant pour essayer de stabiliser la situation là-bas, parce que les Russes arrivent. » Ils sont sur le point de marcher sur Kiev. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la région de Sumy sans protection. Cela dépouillera encore plus les autres forces ukrainiennes le long des lignes de front. Cela attirera encore plus de réserves ukrainiennes. Cela éclaircira encore plus les lignes, permettant aux Russes d'attaquer plus fortement ailleurs. Il est très difficile en ce moment de savoir ce que les Russes prévoient, et ils le veulent ainsi. Ils veulent nous garder tous dans l'incertitude. Et bien sûr, la personne qu'ils veulent garder dans l'incertitude avant tout est Zelensky lui-même. Ils le font avec une grande habileté. Mais de toute façon, ils ont occupé ce village. Nous verrons ce qu'ils feront ensuite. D'accord. Terminons la vidéo avec d'autres nouvelles du front. Que se passe-t-il d'autre? Eh bien, c'est plus ou moins la même chose, sauf que ça s'accélère à certains égards. Au cours des 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que les Ukrainiens allaient organiser une sorte de contre-attaque dans la région de Kharkov. Ils allaient repousser les Russes de l'autre côté de la frontière. Je soupçonne que c'est ce que Zelensky et peut-être Syrski ont promis aux Américains. Ils ont dit « Si vous nous donnez la permission de lancer des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie, nous le ferons. Cela nous permettra de reprendre la contre-attaque dans la région de Kharkov. Nous repousserons les Russes de l'autre côté de la frontière. Peut-être même occuperons-nous certaines parties de la Russie, certains des villages frontaliers que nous essayons de capturer depuis longtemps. Et cela pourrait forcer Poutine à négocier. Je soupçonne que c'est l'une des discussions qui se poursuivent. Quoi qu'il en soit, il y a eu des tentatives sporadiques des Ukrainiens pour contre-attaquer dans la région de Kharkov. Chacune d'entre elles a échoué. Les informations que nous recevons, maintenant confirmées par des photos et des films, indiquent que ce sont les Russes dans la région de Kharkov qui continuent d'avancer. Ils semblent capturer de plus en plus la ville de Volchansk, et ils semblent contourner les Ukrainiens dans un autre endroit qui a été disputé, qui est un endroit appelé Leipzig. Mais, en un sens, cela reste une diversion. Les principaux combats se déroulent dans le Donbass, comme cela a toujours été le cas. Maintenant, les Russes semblent apparemment très proches de capturer un district de Chassov Yar, qui se trouve à l'extrémité est de Chassov Yar, à l'est d'un aqueduc qui traverse Chassov Yar. Les Russes sont très proches de capturer ce district fortement fortifié. Ils ont des troupes au nord et au sud de Chassov Yar. Il semble qu'il y aura une attaque russe majeure sur Chassov Yar à un moment donné au cours des prochaines semaines. Presque certainement, Chassov Yar va tomber. Cela créera un autre trou massif dans les lignes de défense ukrainiennes. Les Ukrainiens eux-mêmes admettent que s'ils perdent Chassov Yar, la voie est ouverte pour que les Russes capturent toutes sortes d'autres villes et atteignent Kramatorsk, la grande ville du Donbass encore sous contrôle ukrainien, et avancent encore plus vers le Dniepr, si c'est ce qu'ils choisissent de faire. C'est donc une bataille très importante, et les Ukrainiens sont en train de la perdre.
Et ailleurs, nous avons eu plus de nouvelles ce matin de la région d'Avdiivka ou de Cheretino, où les Russes ont percé un énorme trou dans les défenses ukrainiennes. Ils agrandissent ce trou. Les rapports indiquent qu'ils ont capturé un autre village stratégique important là-bas, appelé Novo-Alexandrovka, et ils l'ont fait ce matin. Il semble que non seulement ce trou s'agrandit, mais maintenant, les Russes atteignent les principales lignes d'approvisionnement que les Ukrainiens utilisent pour équiper leurs troupes dans le Donbass. Ils se rapprochent également des principales bases d'approvisionnement de l'Ukraine dans le Donbass. Donc c'est une crise qui s'aggrave de jour en jour, et les Ukrainiens ne montrent aucune capacité à la renverser. Il manque désespérément d'hommes. Je veux dire, je pense que vous avez vu les photos des vieux hommes, vous savez, accablés par leurs casques. Apparemment, c'est d'après ce qu'on me dit assez courant parmi les soldats ukrainiens maintenant. Il y a de plus en plus de rapports indiquant que les soldats ukrainiens fuient dans de nombreux endroits plutôt que de se battre, ce qui est un changement par rapport à ce que nous avons vu au début de la guerre. Il y a de moins en moins de signes de chars ukrainiens. Les chars ukrainiens deviennent rares. Les seuls véhicules de combat d'infanterie, vous savez, les véhicules que les Ukrainiens utilisent réellement pour transporter l'infanterie, les seuls que je vois encore sont ceux que les Américains ont fournis à l'Ukraine, les Bradley et les Strykers, et ils sont relativement peu nombreux. Les Russes anéantissent systématiquement les systèmes d'artillerie de l'Ukraine. Il y a de moins en moins de canons qui tirent et de moins en moins d'obus. La situation sur les lignes de front à travers l'Ukraine s'affaiblit. Il y a également une confirmation que le système énergétique est maintenant en profonde crise. L'économie souffre aussi. Le fait qu'ils essayent d'enrôler plus d'hommes signifie qu'il y a moins d'hommes travaillant dans l'économie. Cela a un impact majeur ainsi que l'effondrement du système électrique. La hryvnia, la monnaie ukrainienne, a progressivement commencé à glisser à un taux d'environ 2% par mois. Cela peut ne pas sembler significatif, mais dans une situation où l'économie se contracte effectivement et ne fournit plus de biens, c'est un problème sérieux. And is no longer supplying goods. It's perhaps a warning sign that c'est peut-être un signe avant-coureur qu'une grave crise inflationniste est imminente, malgré toute l'aide occidentale. De tous les points de vue imaginables, la situation est sombre. Dans tout univers rationnel, une direction ukrainienne responsable à ce stade comprendrait que la guerre est perdue et essaierait d'ouvrir des négociations avec les Russes. Zelensky ne le fera pas. Il ne semble pas y avoir quelqu'un d'autre à Kiev prêt à le faire non plus. Ils se querellent, se battent et intriguent les uns contre les autres. Les Américains veulent que la guerre continue, et les Européens aussi, car ils ont leurs propres investissements politiques à protéger. Donc la guerre continue, même si l'Ukraine elle-même est en train d'être détruite. Oui, juste une dernière réflexion, en écoutant tout ce qui se passe. D'un point de vue global, on dirait que les Russes attendent le bon moment pour faire tomber le tout. Absolument. C'est comme ça que ça semble. Oui, je suis d'accord. Ils peuvent le chronométrer pour provoquer un effondrement complet. La direction de Kharkov, Chassov Yar, Sumy, l'économie, la hryvnia, les problèmes de Zelensky. S'ils chronomètrent cela correctement, tout pourrait simplement s'effondrer. Lentement, lentement, puis tout d'un coup. C'est peut-être ce qui se passe. Ils devraient négocier cela immédiatement. Absolument. Je suis d'accord avec cela. Je pense que beaucoup de gens spéculent sur le timing russe et pourquoi les Russes agissent de cette manière. Je crois que les Russes veulent s'assurer qu'ils ont toutes leurs pièces en place. Ils ont formé un grand nombre de troupes au cours de l'année et demie écoulée, mais toutes ces troupes ne sont pas encore prêtes.
And I think that not all of those troops are ready. And it was very interesting, but at the St. Petersburg. Et il était très intéressant qu'à la conférence de Saint-Pétersbourg qui vient de se terminer à Saint-Pétersbourg, en Russie, Poutine ait en fait dit « Vous savez, nous avons pris cela très lentement, mais nous pourrions soudainement décider d'aller vite. » Je pense que c'est quelque chose que les gens devraient se rappeler. Les guerres d'usure, comme nous le disions dans les premières semaines de cette guerre, se terminent soudainement. Tout s'effondre d'un coup. Cela s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. Cela s'est produit pendant la guerre civile américaine. Cela s'est produit au Vietnam. Les lignes de front semblent stables pendant longtemps, mais elles deviennent plus minces et plus fragiles. Puis soudainement, tout s'effondre sur lui-même de manière très dramatique, prenant beaucoup de gens par surprise. D'accord. Nous allons nous arrêter là.